Bienvenue parmi nous. Cette édition est consacrée à l'écosystème entrepreneurial au Maroc. Mon invité aujourd'hui est Hind Saleh, experte à l'international en matière d'innovation et d'écosystèmes entrepreneuriaux. Hind Saleh, bienvenue parmi nous. Merci pour votre invitation. Hind Saleh, vous êtes cofondatrice de Opcure, qui est spécialisée dans la mise en relation entre entrepreneurs et talents, un aspect critique pour les startups pour assurer leur développement. Vous intervenez au niveau de business school, au niveau de séminaires d'entrepreneuriat et d'innovation, et vous êtes professeur-chercheur en matière d'écosystème entrepreneurial dans les économies émergentes. Pour commencer, vous venez de lancer un programme de Knowledge Spillover à la Cité d'innovation de Marrakech. Pouvez-vous nous en dire plus? Bon, tout d'abord, je vous remercie encore une fois pour l'invitation et pour l'introduction. Et pour parler du programme de l'entrepreneuriat qui est basé sur Knowledge Spillover, ou ce qu'on appelle en français communément parlant l'externalisation du savoir universitaire. C'est un projet pilote que j'ai lancé avec les étudiants du master spécialisé en entrepreneuriat de la faculté des sciences juridiques à Marrakech. Et qui sont en fait des étudiants en entrepreneuriat qui travaillent sur des projets et des idées d'entrepreneuriat qui s'articulent sur le savoir qu'ils ont acquis pendant leur parcours universitaire. Donc le programme, il se base principalement sur une phase de brainstorming, puis une phase d'idéation, puis une phase de création d'équipe, puis une phase de design thinking pour pouvoir un peu, après la création de l'équipe, apprendre à les membres de l'équipe qui puissent apprendre à travailler ensemble et s'habituer et savoir les complémentarités des membres de l'équipe. Et puis par la suite, pouvoir être capable de pitcher le projet, de présenter devant des investisseurs, devant des programmes d'accompagnement qui sont offerts par la Cité de l'Innovation pour pouvoir après passer à la phase de prototypage et puis du testing et puis la phase de croissance et d'intégration du marché régional. Donc, c'est un peu brièvement les étapes de ce programme d'entrepreneuriat basé sur l'externalisation et la commercialisation du savoir universitaire. Excellent, je vous souhaite plein de réussite dans ce programme, ainsi qu'à tous les étudiants qui y prennent part. Et nous l'évoquions en introduction, vous êtes experte en écosystème entrepreneuriaux. Quelles sont les composantes d'un tel écosystème? D'accord. Donc, en fait, pour l'écosystème entrepreneurial, c'est déjà en fait le mot écosystème, c'est un mot qui est emprunté du monde de la biologie et qui définit un peu enfin un peu dans le domaine de la science de la vie et de la terre, qui définit un peu l'environnement où émergent des espèces, des créatures vivantes. Enfin, on a l'écosystème de la mer, l'écosystème de la montagne, de la forêt, qui est constitué de plusieurs éléments, êtres vivants qui sont soit des insectes ou des arbres ou de la terre qui, chacun de ces éléments, il joue un rôle prédéfini, un rôle qui complète les rôles des autres éléments pour finalement créer cet équilibre que nous, on voit finalement comme une belle nature ou une, une, un équilibre naturel qui est propice à la croissance de la nature en général. Donc, et pour transposer ça sur le monde du business, quand on dit, en fait, il y a l'écosystème de l'innovation, l'écosystème entrepreneurial, il y a l'écosystème médical, il y a, enfin, c'est par secteur. Mais ici, on parle d'écosystème entrepreneurial, c'est généralement, comme dans le monde de la biologie, c'est un environnement qui est constitué de plusieurs acteurs, de plusieurs éléments qui jouent, chacun joue son rôle et interagit avec les autres éléments pour finalement créer cet équilibre qui est propice à la croissance économique grâce à l'entrepreneuriat. Donc finalement, les composantes de cet écosystème, les éléments, généralement c'est les institutions publiques, c'est les institutions privées, c'est le gouvernement, c'est les policy makers qui établissent des politiques qui sont en faveur justement pour créer cet équilibre propice
à la croissance économique. Il y a les marchés, le secteur public et privé qui sont créés entre le secteur public et privé et le consommateur aussi. Il y a les institutions académiques et les institutions de recherche qui s'occupent de créer ce savoir sur lequel se base, qui est après commercialisé grâce à l'entrepreneuriat pour créer encore une fois, participer dans cet équilibre qui prépare pour l'écosystème, pour la croissance économique. Il y a aussi d'autres éléments. Il y a aussi les financements, les fonds de financement qui sont présentés soit par les banques, soit par les venture capitalists, soit par les business angels ou plusieurs types d'investisseurs. Donc, il y a tous ces éléments qui sont tous différents mais complémentaires qui chacun joue son rôle et interagit avec les autres éléments pour finalement créer cet équilibre voulu et nécessaire pour la croissance économique. Et si on prend le cas du Maroc, est-ce que l'on trouve toutes ces composantes et peut-on les qualifier sur le plan de leur maturité et leur capability? Pour le Maroc, enfin, on peut dire du point de vue, là, je reprends cette casquette de recherche, enfin, je travaille sur un sujet de recherche sur les écosystèmes entrepreneuriaux et j'observe beaucoup, enfin, mon terrain de recherche, c'est le Maroc, c'est surtout enfin, la région de Marrakech-Safi, mais aussi j'observe au niveau de toutes les régions. Au Maroc, on a bien justement ces éléments de l'écosystème. Après, bien sûr, ça diffère entre les régions. En fait, l'écosystème de la région de Casablanca, c'est pas la même, par exemple, du l'écosystème de la région de Oujda ou la région de Bni Mellal. C'est, en fait, il y a cette différence entre le niveau et aussi le niveau de préparation des éléments de l'écosystème, ce qui est normal parce qu'il y a des régions qui ont été toujours qui ont de l'avance par rapport au business, par rapport au capital humain, par rapport au marché. En fait, où tous ces éléments dont on a parlé, le marché, le capital humain, les universités, les centres de recherche, ils sont déjà établis dans ces régions depuis un moment. Donc, ça fait que il y a des régions où l'écosystème il est plus proche à cet équilibre que d'autres. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose pour les autres régions parce que il faut dire que aussi l'émergence d'un écosystème ou la création d'un écosystème elle dépend aussi des spécificités régionales. Ça veut dire même quand on voit les exemples les plus réussis, par exemple aux États-Unis, à Silicon Valley ou à Boston, en fait, ça reste quand même quand on cherche dans l'histoire de ces écosystèmes qui ont été créés, ils ont été créés à partir de la spécificité locale de la région où ils sont basés. Par exemple, pour la Silicon Valley, c'est une région où il y a beaucoup de... Enfin, dans la Californie, dans la Bay Area, à Silicon Valley, c'est une région qui a toujours été connue par des émigrants de l'Asie qui viennent du Japon, du Thaïlande, de l'Inde, qui viennent s'installer et qui commencent à travailler sur des projets d'informatique. Et c'est de là où cette région a nourri cette culture sectorielle vers l'informatique. Donc, c'est pour ça, après, on a vu que l'écosystème qui s'est construit autour de ça, ça a créé des success stories dans le domaine informatique, Facebook, Oracle, Google et tout ça. De l'autre côté, il y a Boston. C'est un écosystème c'est une région qui a toujours été connue par medical studies, medical healthcare. Donc après, on voit quand on voit l'écosystème qui s'est construit là-bas, il est très dominé par ce secteur du healthcare et tout ça. Et bien sûr, il y a d'autres cas. Donc pour le Maroc, ce qui est important au Maroc, c'est qu'on a cette diversité régionale. En fait, ce qui est enrichissant, c'est quand on voyage de région en région, on a l'impression des fois qu'on a changé de pays, alors qu'on est toujours dans le même pays. Donc il faut, pour moi, ce serait intéressant de capitaliser sur cette diversité et construire ces écosystèmes en se basant sur la spécificité locale et pas sur copier et pas en copiant d'autres modèles d'autres régions parce que ça va pas fonctionner. Il faut vraiment respecter la spécificité locale. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous permettent de quantifier et surtout de qualifier l'activité entrepreneuriale au Maroc?
enfin, il y a bien sûr des mesures de performance de l'écosystème entrepreneurial. Il y a l'indicateur mondial de la performance entrepreneuriale, le GEM, Global Entrepreneurship Monitor, qui est l'étude la plus officielle en ce moment sur la performance de l'écosystème entrepreneurial, où le Maroc fait partie de cette étude et était parmi les premiers pays qui a rejoint l'étude. Et ça fait, je pense, plus que 5 ans que le Maroc déjà il participe et il reporte les chiffres sur, enfin, les rapports sur l'activité entrepreneuriale, le taux d'activité entrepreneuriale, le taux de création de nouvelles entreprises, le taux d'échec, le taux aussi d'innovation. Donc, tout ça, en fait, ça veut dire que déjà le Maroc, il est engagé dans cette dynamique de mesure de performance, parce que ça, c'est très, très important, parce que pas tous les pays ils participent à ce type d'études. Et pour pour répondre à la question, pour la performance, d'après ce que j'ai pu consulter selon les rapports de Global Entrepreneurship Monitor, on a remarqué qu'au Maroc, l'activité entrepreneuriale, elle est croissante, elle est toujours en croissance. Et ça veut dire qu'il y a de plus en plus de jeunes, jeunes ou pas jeunes, mais généralement c'est majoritairement les jeunes, qui se convertissent à l'entrepreneuriat, qui créent de nouvelles entreprises. Mais après, le problème que je trouve, que j'ai pu identifier dans ces rapports, c'est que il y a un problème dans l'innovation. Ça veut dire la majorité des structures ou des projets entrepreneuriaux qui se créent au Maroc, c'est des projets qui sont copiés d'un autre modèle, soit en France, soit dans un autre pays, soit ici au Maroc. Je peux dire qu'on est classé, je pense, dans les rangs derniers en Afrique en tout ce qui concerne innovation et création de nouveaux services ou produits. Ça veut dire, je pense qu'on est les avant-derniers en Afrique. C'est un chiffre qui ne fait pas vraiment plaisir, mais je pense que ça relève de cette culture marocaine où on a un peu peur de l'échec, on a peur d'essayer quelque chose que personne n'a essayé avant, donc ça relève d'une réalité qui est assez logique. Donc pour récapituler, l'activité entrepreneuriale, elle est croissante, mais l'innovation, on est toujours en train de dupliquer des modèles qui sont déjà existants. Et du coup, je pense que le travail doit être fait au niveau de la culture pour encourager les jeunes à prendre plus de risques, à essayer à innover dans des concepts qui n'ont pas encore existé ici au Maroc. Cela nous interpelle sur un point vital pour cet écosystème, le capital humain. Est-il aujourd'hui largement qualifié pour justement amener une génération d'entreprises et d'entrepreneurs qui impactent et innovent tant sur le plan économique que social et sociétal? Bon, effectivement, je te remercie beaucoup pour cette question parce que c'est vraiment le corps de toute recherche et toute priorité euh, pour créer un écosystème. Parce que finalement, cet écosystème, qu'on le veuille ou non, il est créé par des humains. Donc, ces humains, il faut qu'ils soient préparés, soit sur le plan, bien sûr, cognitif, avoir des connaissances pour un peu, déjà avoir les connaissances qui vont nous permettre de comprendre un peu le jargon et les modes de communication entrepreneuriale, parce qu'il faut dire que c'est un nouveau jargon qui a émergé dans le monde du business. Toutes ces words, tous ces mots en anglais qu'on entend, la start-up, le fundraising, l'écosystème et tout ça, c'est des mots qu'il y a 10 ans, on n'entendait pas, on parlait. Donc, c'est aussi la préparation capital humain du point cognitif, du point aussi de capacité, ça veut dire les former pour pouvoir un peu maîtriser et savoir utiliser ces éléments cognitifs qu'ils auront appris. Et aussi sur le troisième élément, qui est l'attitude. Je comprends très bien que pour qu'un écosystème puisse se développer, il y a une certaine attitude assez spécifique qui fait que une attitude un peu de légèreté, de easy going, des gens qui ils sont un peu dans un management horizontal, pas dans la hiérarchie du boss et des choses qui ne permettent pas vraiment de développer cet écosystème. Donc là, en fait,
j'ai parlé un peu des trois éléments qui permettent principalement de préparer ce capital humain. C'est les éléments cognitifs qui sont connaissances, éléments de capacité et skills, et l'élément d'attitude. Maintenant, je vais nuancer quelque chose sur le capital humain. Il y a deux choses différentes sur le capital humain. Il y a le capital humain qui est représenté par les entrepreneurs qui portent des projets d'entrepreneuriat et qui sont finalement le résultat de cet écosystème qui est bien créé avec tous ces éléments qui chaque élément joue son rôle et qui interagissent, qui créent cet équilibre. Pour nous, ils nous créent des entrepreneurs, ils prennent ce flambeau pour créer de la croissance économique à travers l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est bien. Donc c'est pour préparer ce type de capital humain, bien sûr, c'est le rôle, bien sûr, principalement des universités, c'est académique, parce que bon, je vais y revenir, mais le rôle des universités maintenant, il est de plus en plus impactant et primordial dans la croissance économique que juste une institution qui forme des individus pour qu'ils aillent chercher du travail. Donc, elle dit que l'époque de former des individus pour chercher du travail, je pense que, bon, il faut qu'on ait cette prise de conscience que c'est une époque qui est déjà achevée et que maintenant on est en train d'arriver à une nouvelle époque. Le deuxième volet que je voulais parler sur le capital humain, c'est les autres acteurs de l'écosystème qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui travaillent dans l'écosystème. Je parle des gens qui travaillent dans les incubateurs, des gens qui gèrent des programmes managers. Je parle des gens qui travaillent dans les banques, dans des programmes comme Intelaka et tout ça, qui sont en contact direct avec l'écosystème. Je parle des gens qui sont dans le polysémique, je parle des gens qui sont dans les fonds d'investissement. Donc, tous ces gens qui entourent les entrepreneurs de tous côtés et qui constituent les acteurs principaux de l'écosystème, ça, ces gens, il faut aussi les former. Parce que c'est très important. Les former avec la connaissance, avec les capacités et avec l'attitude. Et ça encore, je reviens, c'est le rôle des institutions académiques. Donc, pour dire au fait, parce que, bon, du point de vue d'enseignement, je rencontre beaucoup d'étudiants qui me disent, bah, madame, moi, je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat, j'aime bien ce domaine, j'aime bien ce monde, cette énergie. C'est bon, mais j'ai pas de projet et je pense pas que je suis faite pour être un entrepreneur. Je dis, c'est bien. Justement, de toute façon, on n'est pas tous faits pour être entrepreneur parce qu'il y a d'autres rôles dans l'écosystème qui doivent être joués par d'autres personnes. Donc, tu peux aller travailler dans un incubateur. Il y a tout on n'est pas conscient qu'il y a tout un marché de travail qui est ouvert maintenant dans l'écosystème entrepreneurial. Et en côtoyant les gens qui travaillent dans l'écosystème, on a du mal à trouver du personnel qualifié pour travailler dans l'écosystème, pour accompagner, pour faire du mentoring, de l'accompagnement et tout ça. Donc ça, c'est important. Maintenant, je reviens au rôle des universités. Et justement, à votre avis, Hind Saleh, est-ce qu'au niveau des universités au Maroc, les personnes sont outillées à cet effet? Que ce soit les personnes chargées des programmes, que celles formant tant sur le plan théorique que pratique? Bon, je te remercie encore une fois pour cette question et c'est très important justement de pouvoir clarifier le niveau de préparation justement déjà de l'université pour pouvoir assurer ce rôle-là. Parce que je veux préciser une petite précision par rapport à l'historique du rôle de l'université dans l'histoire de l'humanité. On sait tous que l'université a commencé avec une première mission, depuis l'époque de Fatima al-Fihriya, par exemple, où l'université elle avait une seule mission qui est de faire de l'enseignement. Ça veut dire à l'époque de Jami' al-Qarawin, les jeunes, ils viennent, ils prennent, en fait, on leur fait une transmission du savoir. Ça veut dire, on leur enseigne des choses. Après, ils sont évalués sur les connaissances qu'ils ont appris. Après, ils ont des diplômes. Après, ils vont travailler. Tranquille. Pas de problème. Donc ça, c'est la première mission. Après, il y a eu, après quelques années, il y a eu une révolution de l'université, où l'université, en fait, elle commence à avoir une deuxième mission qui est la mission en plus de la transmission du savoir, c'est la création du savoir, knowledge creation.
Et c'est là où il y a eu la mission de la recherche. C'est là où on commence à avoir des centres de recherche, on commence à avoir des projets de recherche dans des universités qui font que l'université commence à produire du savoir qui n'a jamais existé avant. Et d'où, après, c'est breveter, protéger ces savoirs. Donc après, l'université, elle a continué à travailler avec ces deux missions jusqu'à un peu vers la fin des années des années 90, ou enfin entre 80 et 90, où l'université, il y a eu une deuxième révolution de l'université, où une troisième mission lui a été octroyée, c'est la mission d'être acteur principal dans la croissance et le développement économique. Et d'où la mission, l'université, on lui a octroyé sa mission entrepreneuriale. Ça veut dire le savoir qui est créé et qui est transmis au sein de l'université, il était temps de le commercialiser pour pouvoir en créer une valeur économique. Et là, l'entrepreneuriat, c'est un des meilleurs, on va dire, axes de commercialisation de ce savoir. Et cela, on revient à ce cadre théorique du knowledge spillover qui permet un peu l'université de jouer son troisième rôle, sa troisième mission, d'être un acteur principal dans la croissance économique, un acteur aussi important que l'industrie et que le gouvernement. C'est quelque chose qui est vraiment sérieux. Ça veut dire le positionnement d'université. Bon, dans d'autres pays, a changé. Voilà, quand on revient dans l'histoire des écosystèmes qui ont réussi, les plus connus. Encore une fois, je reviens le modèle américain à Stanford, à Silicon Valley, qui finalement n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit des années et des années où les universités de la région de Silicon Valley, ils ont joué leur troisième rôle de la troisième mission qui leur a été octroyée. Des universités comme Stanford, comme Berkeley, comme plein d'universités dans la région qui sont vraiment engagées dans cette mission depuis bien longtemps. Et c'est ça ce qui a finalement créé ce tissu économique, bien sûr en collaborant avec l'industrie et le gouvernement. Parce que l'université, à partir d'un moment où on joue cette mission, elle commence vraiment à influencer et l'industrie sectorielle de la région, bien sûr, et le gouvernement. Pareil aussi pour Boston, c'est Harvard, on a MIT, qui ont construit cet écosystème dès le début. Et pas uniquement aux États-Unis, on a aussi d'autres modèles en Europe, dans les pays scandinaves, dans la Finlande. En fait, à chaque fois, tu trouves un écosystème qui réussit. Quand tu cherches dans l'histoire, tu trouves qu'il y a toujours une université qui est derrière. En Corée du Sud, en Chine aussi, il y a toujours les universités qui ont toujours été à l'origine de toute émergence d'écosystèmes durables et réussis. Et je vais préciser un modèle qui est très important, qui est maintenant connu un peu dans les stratégies universitaires dans ces écosystèmes, qui est le modèle de triple helix. Ça veut dire où l'université et l'industrie et le gouvernement, ils forment un triangle où ils se partagent et le pouvoir et aussi l'impact sur la région. Ça veut dire l'université, elle peut à partir d'un moment, grâce à les projets des entrepreneurs, grâce à la recherche dans l'entrepreneuriat aussi, elle peut sortir avec des policy papers qui vont influencer les gouvernements et aussi influencer aussi l'industrie. Donc c'est pour vous dire à quel point l'université elle commence à jouer un rôle qui est beaucoup plus leader dans l'économie en général. Et pour arriver à ça, justement, pour répondre à la question, est-ce que le staff au Maroc, pour revenir au Maroc, est-ce que les faculty members et les staffs des universités, ils sont équipés pour ça? Moi, je peux vous dire que j'ai été agréablement surprise en rencontrant beaucoup de chercheurs et surtout dans les universités publiques, je le dis très bien, où il y a des centres de recherche, il y a des jeunes chercheurs qui sont excellents, qui travaillent sur les sujets de l'écosystème, de l'accompagnement entrepreneurial, de l'innovation, de tout ce qui est de l'éducation à l'entrepreneuriat. Cela fait plaisir d'avoir de tels insights sur le dynamisme que connaît la composante université et donc le monde universitaire au Maroc. Et on évoquait il y a un moment le rôle des universités dans la force d'écosystèmes entrepreneuriaux, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays scandinaves.
surtout en ce qui concerne des projets qui ont été en rupture totale avec leur secteur, qui ont été porteurs de création de valeur, de nouveaux métiers. Toutefois, le rôle d'investisseurs qui ont osé investir dans de tels projets a été vital. Qu'en est-il de cette composante au niveau du Maroc? Bon, c'est ça justement, en fait, le rôle des investisseurs dans la prise de risque. Parce que tout à l'heure, on a dit que les entrepreneurs marocains, c'est les entrepreneurs qui prennent le moins de risques. Et ça a été reflété, ça reflète un peu le degré d'innovation qui n'est pas très à la hauteur par rapport aux pays de la région. Mais et là, en fait, parmi les raisons, on a dit la culture, du prise de risque, le fait qu'on n'a pas, qu'on a peur d'échouer, que c'est très mal vu dans la société et tout. Et c'est pour ça que le rôle des investisseurs, c'est un rôle primordial à jouer ici, c'est de pouvoir accompagner ces entrepreneurs dans leur prise de risque, croire dans la prise de risque qu'ils sont en train de prendre. Et c'est là où on trouve un peu le rôle des investisseurs qui sont un peu on va dire, pas indépendant, mais un investisseur à une échelle qui est moins que la banque ou que les VCs. Ça veut dire comme un peu le modèle des business angels. Ça veut dire les business angels, c'est des gens investisseurs qui sont pas forcément des gens qui sont super riches, mais c'est des gens qui ont un capital quelque part et qui ont toujours été des entrepreneurs, donc ils comprennent la prise de risque, ils ont passé par cette étape de prise de risque et ils croient, voilà, ils prennent la décision de risquer le capital qu'ils ont de côté en croyant au projet à d'autres entrepreneurs qui sont en début de leur carrière. En fait, si tu veux, en fait, le business angel, c'est un investisseur qui n'investit pas uniquement l'argent, mais il investit de l'accompagnement et du temps et de son expertise et surtout son réseau. Parce que on a quelques réseaux de business angels au Maroc, comme Angels for Africa, comme Moban, Morocco Business Angel Network, dont je fais partie. Dans cette Morocco Business Angel Network, on organise des morning pitch, on reçoit des entrepreneurs qui pitchent leurs projets. Mais après, nous, en fait, quand on investit, on prend la décision d'investir dans un projet d'entrepreneur, finalement, l'investissement financier, il est très modeste par rapport à l'apport en termes de networking, en termes d'expertise. Ça veut dire que pour nous, pour nous, c'est très important d'investir dans la personne. Enfin, ce qui nous importe, c'est cette personne. Des fois, en fait, l'idée, c'est pas, bon, il faut juste qu'elle soit correcte. Mais le plus important, c'est de voir cette personne, le parcours de cette personne. S'il y a des affinités avec cette personne, il y a aussi des affinités dans le sens où, tu vois, c'est dans cette personne, un jeune qui commence, où tu as quelques années de différence entre ces jeunes, donc tu te retrouves un peu dans tes débuts et tu te dis, moi, c'est mon rôle de pouvoir l'accompagner et je vais y croire parce que moi, je suis passée par ça. Donc il y a aussi cette affinité humaine qui fait qu'on investit beaucoup de choses et qu'on peut lui confier notre expertise, le réseau, pouvoir lui ouvrir des portes parce que quand tu avances dans l'entrepreneuriat, tu commences à connaître beaucoup de monde, tu commences à avoir accès à beaucoup de marchés. Donc ce qu'on fait principalement, c'est de pouvoir accompagner le risque parce que vraiment on investit dans des projets à risque, à très haut risque. Donc et c'est ça ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que tu te lances dans une aventure avec des jeunes qui ont toujours cette énergie, peut-être une énergie plus que l'énergie que tu as. Et ça te rappelle l'énergie avec laquelle tu as commencé au début. Et tu investis, donc tu leur donnes les conseils, l'expertise, tu leur introduis à des gens, tu leur ouvres des portes qui sont accessibles dans ton réseau. Et bien sûr, tu investis un capital qui va pouvoir un peu faire avancer les choses le temps qu'ils puissent arriver à un niveau dans leur projet entrepreneurial où ils peuvent solliciter des fonds d'investissement qui sont plus grands. Donc, l'étape de Business Angel Investing, c'est une étape qui est très intéressante dans la vie d'un entrepreneur. Un écosystème entrepreneurial en plein essor, donc. Hinsaleh, un mot de la fin?
Ben, pour la fin, comme j'ai dit, au fait, je clôture avec beaucoup d'enthousiasme et de positivité parce que je rencontre quand même beaucoup de jeunes chaque jour, que ce soit des étudiants ou des porteurs de projets, qui m'impressionnent tous les jours avec leur idée, leur énergie, leur concept. Donc, je pense que c'est eux qui sont en train de créer l'effet bottom-up pour influencer l'effet top-down qui va faire que les gouvernements et les politiciens puissent établir des lois et des facilités qui sont favorables pour donner de la chance à ces jeunes-là. Parce que vraiment, c'est ça le futur espoir de notre pays. Et j'y crois principalement pour pouvoir créer l'histoire avec eux. Inch'Allah. Hind Saleh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Au revoir. Et rendez-vous le mois prochain avec un nouvel expert invité du mois. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour connaître nos autres émissions et nos prochains invités. Au revoir.